Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind. Il est 4h05 du matin à ma montre. On va commencer cette review de WWE Friday Night SmackDown, épisode spécial diffusé en live. Et avec pour, on va dire, stipulation Blast from the Past, donc c'est-à-dire des anciennes gloires de la WWE présentes ce soir, telles que Mick Foley, Roddy Piper, Ted DiBiase Sr., Jim Duggan et bien d'autres qu'on va revoir de toute façon tout au long de la review. Donc le show, je vais commencer tout de suite. Donc le show a débuté avec une vidéo où on nous rappelle que Daniel Bryan a cassé avec sa petite copine AJ la semaine dernière et que donc Daniel Bryan sera l'invité spécial du Piper Spit ce soir, animé par évidemment ce bon vieux Roddy Piper. Alors donc Minji Okerlund est sur le ring et introduit le nouveau champion de poids lourd Sheamus, et contrairement à la semaine dernière, c'est une pop pour le Celtic Warrior, donc on peut dire que Sheamus a eu un peu de la chance, parce que il aurait pu devenir heel quand même à cause de cette remontée en ce moment surprenante de popularité pour Daniel Bryan avec ses yes. Bref, Sheamus prend le micro et s'excuse pour son Brogue Kick porté à l'arbitre la semaine dernière. Il s'excuse auprès de l'arbitre Chad Patton, mais également auprès du WWE Universe. Évidemment, John Laurinaitis vient sur le ring et lui fait recommencer ses excuses une nouvelle fois. Laurinaitis, visiblement remonté comme une pendule, vraiment énervé, annonce que si Sheamus touche encore une seule fois à un arbitre, il sera viré de la WWE. De plus, Sheamus doit apparemment payer une amende record de 500 000 $. Bon pour terminer le calvaire de Sheamus, John Laurinaitis annonce que le Celtic Warrior affrontera l'équipe de Daniel Bryan et Alberto Del Rio ce soir et que son partenaire sera tout simplement le bon vieux Minji Okerlund. Bref, un segment classique pour ouvrir SmackDown où on entretient le rôle de heel de John Laurinaitis. On apprend tout de même que le public de SmackDown apprécie toujours autant Sheamus malgré le squash qu'il a fait subir à Daniel Bryan et au sifflet qu'il a dû subir lors de l'épisode de Raw, si je me trompe pas. Donc ça va, on va dire, il s'en sort bien, on va dire le petit gars Sheamus. Vraiment, il aurait pu, la WWE aurait pu se retrouver dans une situation qui fait que Daniel Bryan serait devenu acclamé du public et donc face, tandis que Sheamus avec ce squash sur Daniel Bryan serait devenu heel. Donc on était vraiment sur, on va dire, sur une corde assez facilement cassable, et donc par chance les rôles ne se sont pas inversés, on est resté dans la configuration que la WWE attendait, mais c'était quand même très très chaud. Randy Orton a fait son entrée, toujours en rivalité avec Kane, inutile de le rappeler, mais ce soir c'est Mark Henry qui fait son entrée pour affronter l'Apex Predator. Comme on le présente maintenant, c'est plus Randy Orton la vipère, c'est Randy Orton l'Apex Predator. Donc rappelons qu'Henry affrontera CM Punk pour le titre de champion de la WWE la semaine prochaine à Raw dans un No Disqualification, No Count Out match. Donc autant dire que CM Punk réussira à conserver pour ensuite affronter Chris Jericho à Extreme Rules. Mais la seule question évidemment, c'est comment CM Punk va-t-il réussir à s'en sortir lors de ce match la semaine prochaine? Telle est la question qui brûle toutes les langues. Évidemment, pendant le match entre Randy Orton et Mark Henry, parce que c'est de ça qu'il faut parler évidemment, Kane apparaît à l'écran du Titantron. Bob Orton, père de Randy Orton, se trouve justement au pied de Kane. Il est complètement KO et donc évidemment Randy Orton, en voyant ça, perd complètement les pédales. Il va en coulisses pour trouver Kane, retrouve le cadavre de son père, mais évidemment le Big Red Monster évidemment n'est pas con. Il attendait l'Apex Predator et l'accueille avec des coups de barre de fer. Donc c'était un segment assez intéressant parce que l'utilisation du père de Randy Orton est bien trouvée. Après tout, c'est Blast from the Past, les vieilles superstars de la WWE sont là, alors autant les utiliser plutôt que de faire de la simple figuration dans des segments où ils font juste que répéter leur catchphrase. Donc là, j'ai l'impression qu'entre Randy Orton et Kane, ça va donner un match à Extreme Rules, ça c'est une certitude, mais je vois bien comme stipulation possiblement un petit Falls Count Anywhere match, vu que le segment, entre guillemets, s'est un peu déroulé à l'extérieur du ring, en coulisses, voilà, donc je pensais peut-être à un petit Falls Count Anywhere match. Ça aurait de la gueule, franchement, ça aurait de la gueule. Voilà, un petit segment bien sympa. Donc on a eu aussi droit au traditionnel squash, en ce moment ça devient une tradition à SmackDown. On a eu droit au traditionnel squash de la part de Ryback, donc comment il s'appelait avant?
Je n'ai plus souvenir de son nom. Avant, il était à la Nexus. Ah bah là, j'ai un trou de mémoire. Excusez-moi, il est 4h du matin, j'ai un petit trou. Skip Sheffield, voilà. Donc Skip Sheffield, dénommé Ryback maintenant. Donc un mélange assez marrant de Rob Van Dam dans le costume et de Goldberg dans la musculature. Bon, un squash sur un jobber local. Donc difficile à prédire pour ce qui est du personnage en lui-même de Ryback. C'est difficile à prédire la suite qui l'attend parce que ça peut être soit un beat complet ou soit un push vers les sommets. C'est toujours très difficile à dire, mais je le verrais bien affronter Big Show pour le titre intercontinental après Extreme Rules. Après, on va dire, la fin de la fun entre Big Show et Cody Rhodes. Mais bon, après Brodus Clay, Lord Tensai, voilà Ryback. Moi, les squash matchs lors des weeklies, je veux bien, mais bon, ça commence à faire un peu beaucoup quand même, je trouve. On a continué la soirée avec Mick Foley, l'Hardcore Legend, qui a rejoint Booker T, Michael Cole et Justin Matthews à la table des commentateurs pour commenter un match par équipe. Entre les Usos d'un côté et Tyson Kidd et Heath Slater de l'autre. Donc c'est l'équipe. À noter que l'équipe de Tyson Kidd et de Heath Slater était accompagnée par The Mouth of the South, Jimmy Hart. À noter que l'association entre Heath Slater et Tyson Kidd n'est pas anodine, puisque en plus d'avoir eu un segment coulisses entre les deux pendant justement ce SmackDown très rapidement, on sait que donc Justin Gabriel, qui était alors en équipe avec Tyson Kidd, s'était blessé au coude lors de WrestleMania et que donc il ne pouvait pas continuer son association. Donc il fallait bien trouver un nouveau partenaire à Tyson Kidd, et donc on a pris le premier qui passait sous la main, donc c'est-à-dire Heath Slater. Ça n'a pas empêché la défaite de la team Kidd Slater. Les Usos remportent la victoire, et qui sait, peut-être un possible title shot d'ici Extreme Rules. On peut toujours rêver, on peut toujours espérer, parce que cette équipe-là, quand même, elle vaut le détour. Il y a un certain talent sur le ring qui est assez intéressant, je dois dire. Ça me fait penser à Rikishi, vous voyez, peut-être vous avez connu la période où il y a Rikishi, mais on va dire en moins imposant au niveau gabarit. Rikishi était assez gros quand même, mais les Usos, on va dire, c'est un peu ça, c'est du catch très agile, très technique, et assez violent, assez stiff. C'est assez intéressant à voir. Bon, évidemment, on n'a pas eu beaucoup de matchs de leur part, on n'a pas eu le temps de voir vraiment ce qui valait, mais je pense qu'il y a quand même de bonnes choses à faire avec cette équipe. Donc j'espère qu'ils auront un title shot, surtout face à Epico et Primo, qui est quand même une très bonne équipe. J'irai pas jusqu'à dire ça, mais une bonne équipe quand même, une équipe crédible, parce qu'ils ont défendu plusieurs fois leur titre de champion par équipe face à de bonnes équipes, et donc quand même, ils sont crédibles et ils ont un bon talent sur le ring. Donc face aux Usos, ça pourrait vraiment donner des matchs intéressants par équipe. Quoi qu'il en soit, on enchaîne avec un segment que j'attendais avec impatience, le Piper's Pit, avec Daniel Bryan en invité spécial. Donc première chose à dire, Daniel Bryan a annoncé qu'il affronterait Sheamus pour le World Heavyweight Championship à WWE Extreme Rules, dans un match à stipulation pas si extrême que ça, puisque ce sera tout simplement un 2 out of 3 falls match entre les deux hommes. Donc une stipulation assez cool, mais sans plus selon moi. Le match sera assez long avec un peu de chance, et surtout un peu plus long que celui de WrestleMania évidemment, parce que bon, c'est vrai que les deux hommes sont très talentueux sur un ring, et les voir simplement 18 secondes à WrestleMania, je trouvais que c'était un peu décevant quand même. Donc là vraiment, les deux hommes auront assez de temps dans ce match pour montrer toute l'étendue de leur talent. Concernant les pronostics, je vois bien Sheamus conserver afin de rentrer pleinement en rivalité avec Alberto Del Rio. En attendant, le Piper's Pit a vraiment été très bon. Bon, quand même, il faut le dire, avec les Rock, CM Punk, avant les Rock, CM Punk, Stone Cold, au micro, il y avait Roddy Piper. Et là encore, quand on l'écoute, c'est vraiment intéressant, on suit bien. On reconnaît un mec qui est bon au micro même lorsqu'il dit des choses pas vraiment intéressantes, on arrive quand même à le suivre. Ils appliquent un style oral assez intéressant, assez percutant, pour nous faire suivre du début jusqu'à la fin leur discours. Bref, pendant ce segment, AJ, l'ex maintenant de Daniel Bryan, la soumise, s'est excusé auprès de Daniel Bryan. Roddy Piper a essayé de la raisonner en lui faisant comprendre que ce n'était pas sa faute si Bryan avait perdu à WrestleMania, mais rien à faire, AJ continue de croire que c'est de sa faute.
Un segment vraiment intéressant, pas sur le fait que AJ voilà, a fait sa soumise, machin, ça c'est pas vraiment intéressant. Surtout dans le fait de les échanges verbaux entre Daniel Bryan et Roddy Piper, ça c'était assez marrant à voir. Bon, évidemment, la promo, enfin le segment casse pas des murs, hein, ce n'est pas au niveau de la shoot promo de CM Punk lors de l'été 2011 par exemple, mais ça reste quand même un segment assez marrant à regarder, hein, ça mérite le détour. On a revu une petite vidéo concernant ce qui s'est passé entre John Cena et Brock Lesnar à Raw. Donc, petite remarque personnelle, beaucoup de personnes m'ont répondu par commentaire, par message, le chat, tout ça, concernant leurs suggestions de raisons qui ont poussé Brock Lesnar à attaquer John Cena. Parce que évidemment moi de mon côté, comme vous avez pu écouter la review de Raw, j'étais un peu dans le doute, c'est le cas de le dire, j'attendais des réponses à Raw, je n'en ai pas eu. Certains m'ont dit que les deux avaient une histoire commune, c'est vrai, je le savais déjà, et certaines personnes m'ont dit donc que la rivalité commençait justement de ce point d'ancrage, hein, ce fait que, on va dire, c'est une vieille histoire entre les deux, mais quand même, je voudrais apporter une contradiction à ça. Je vois mal la rivalité s'enclencher autour de ça, c'est-à-dire autour de cette soi-disant, on va dire, rivalité fusionnelle entre Brock Lesnar et John Cena. Je pense que Brock a de nouvelles raisons qui suivent le prolongement de ce que The Rock a laissé derrière lui. Après ce que Cena a subi pendant un an, tout bazarder de côté et oublier les accusations valables et crédibles du Rock et qui ont influencé le personnage de John Cena, ça serait vraiment débile. Ça serait comme nous faire croire qu'il ne s'est rien passé pendant un an, qu'on a tout bazardé d'un côté, et que voilà, le personnage de John Cena est revenu à sa base standard, c'est-à-dire on va dire entre guillemets le super-héros qui bat tout le monde et qui est le préféré du public. Non, John Cena a subi une évolution dans son personnage, et Brock Lesnar justement va permettre le prolongement de cette évolution, avec justement ce côté touche de violence, de détermination que Brock Lesnar apporte dans son jeu catchesque. La pub s'arrête, Hacksaw Jim Duggan fait son entrée, oui, il va catcher le tout premier vainqueur du Royal Rumble match en 1987, si je ne m'abuse, hein, je dis ça de mémoire, hein, il est un peu 4 heures. Donc il va affronter évidemment un catcheur étranger, sinon ça n'aurait aucun sens de voir le patriote Jim Duggan qui ne cesse de gueuler USA, USA toutes les 5 secondes affronter un américain. C'est donc Unico, le mexicain, qui se tape le sale boulot. Mais de toute façon le match aura duré quelques secondes puisque Sergeant Slaughter fait son entrée et Duggan se fait disqualifier après avoir tapé Unico avec son bâton de bois. Sergeant Slaughter évidemment monte sur le ring et porte ensuite son Cobra Clutch sur Camacho pour conclure le segment très nationaliste avec Jim Duggan et Sergeant Slaughter qui ne cessent de gueuler USA, USA. C'est un peu chiant quand même. Bon, je pense qu'il fallait bien un segment de cette qualité, hein, c'est-à-dire inutile et inintéressant, mais bon, Slaughter et Duggan ne sont pas venus pour rien après tout, hein, fallait bien les caser quelque part, et quoi de mieux que faire plaisir aux Américains, connus pour être très fiers de leur pays. Cody Rhodes s'est fait une nouvelle fois humilier dans un segment micro sur le ring, hein. Dusty Rhodes est venu sur le ring pour embarrasser son fils sans réellement le vouloir, puis c'est le Big Show qui est venu pour montrer, oh comme c'est original, une nouvelle vidéo où un moment embarrassant de la vie de Cody Rhodes était montré. Je vais être encore très court là-dessus, hein. C'est le même segment qu'hier à Raw, juste qu'il y avait le père de Cody Rhodes simplement sur le ring, et que le père n'était même pas là pour soutenir son fils, hein, mais il était plutôt là pour se dandiner et rigoler un bon coup et danser. Voilà, mon analyse concernant ce segment est à peu près la même que celle que j'ai faite hier soir lors de la review de Monday Night Raw. Rien de, on va dire, très intéressant à dire. On va donc terminer la soirée avec le Daniel Bryan en équipe avec Alberto Del Rio face à l'équipe de Mean Gene Okerlund et Sheamus. Donc pendant le match, Mean Gene Okerlund va se retrouver dans une situation peu avantageuse puisque Alberto Del Rio, Bryan et Ricardo Rodriguez étaient prêts à lyncher le pauvre commentateur, mais heureusement toutes les anciennes gloires du passé, donc entre autres Roddy Piper, Tony Atlas et bien d'autres, hein, une dizaine, Pat Patterson et bien d'autres, viennent sauver Okerlund, et Sheamus en profite pour porter son bro kick sur Daniel Bryan et remporter la victoire.
Fin du segment avec la célébration commune sur le ring de Sheamus avec les anciennes gloires du passé. Voilà, un happy end assez classique. Hein. Bon, bah voilà, c'était un épisode pour mettre en avant les anciennes stars du passé, tout en faisant avancer les rivalités de la WWE. Ça a été plus ou moins bien utilisé, voilà, hein, c'est selon les goûts. Mais bon, voilà, c'était un épisode, on va dire, réellement dédié aux superstars du passé. Ni mauvais, ni très bon, mais j'ai réussi à suivre de bout en bout sans m'endormir, car c'est l'avantage de regarder tard le soir, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde en live, en fait, c'est que si c'est réellement emmerdant, bah je m'endors. Sinon, si je suis le show jusqu'à la fin, ça veut dire que là vraiment le show m'a plu. Hein. Si je regarde jusqu'au bout, ça veut dire que le truc a proposé quand même des choses intéressantes. Donc là, au niveau des rivalités, on n'a pas réellement avancé, si ce n'est évidemment que on connaît maintenant le match entre Bryan et Sheamus et la stipulation. Mais ça reste quand même un petit SmackDown, bon, un SmackDown sympa. Mais si vous avez pas le temps de le regarder, hein, passez votre chemin, hein, ça ne sera pas si grave, hein, croyez-moi. Voilà, donc cette review de WWE Friday Night SmackDown est désormais terminée. On se retrouvera d'ici la fin de semaine pour une petite chronique. J'ai déjà 2 ou 3 sujets de débat à analyser pour une prochaine édition du Wrestling Rewind. Surtout, et ça je vous l'avais jamais demandé encore, n'hésitez pas à faire vos propres suggestions. N'hésitez pas à donner vos propres idées de débat, de sujets que je pourrais traiter justement lors des prochaines éditions du Wrestling Rewind. S'il y a des questions vous voudrez que je réponde concernant les divas, les titres par équipe, la division Raw, SmackDown, la WWE et son administration, une page de l'histoire de la WWE, bref, n'hésitez pas à proposer tous les types de sujets, et surtout n'hésitez pas à liker ma page Facebook, je le répéterai jamais assez, n'hésitez pas à mettre un petit like à ma page Facebook, donc le lien est disponible dans la boîte de description, ça me ferait super plaisir, la page avance bien, déjà 70 fans, ça me fait super plaisir, je m'attendais pas vraiment à avoir un tel succès pour mon retour d'émission. Quoi qu'il en soit, merci à tous, merci de votre soutien, je vous dis à plus tard, d'ici la fin de semaine on se reverra pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind. Merci à tous, salut et vive le catch.